Bonjour à tous, c'est Nikita du média Aloha News. Bienvenue dans notre émission Le Monde à Manille. Je suis toujours accompagné de Jean et de Ness. Comment allez-vous ? Yo, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. On va parler de l'engagement dans le rap. Alors que le rap aujourd'hui est la musique la plus écoutée au monde, les rappeurs ont-ils toujours la responsabilité de s'engager dans le rap ou peuvent-ils désormais se permettre de rester légers et neutres ? Il y a plus de 20 ans maintenant, Arsenic lancé, qui prétend faire du rap sans prendre position dans le célèbre morceau Boxe avec les mots. Est-ce encore d'actualité aujourd'hui ? Il faut savoir qu'on a divisé ce débat en deux parties. Donc il y aura une partie où on va se concentrer de l'engagement dans l'œuvre et l'autre, on va se concentrer sur l'engagement de l'artiste en dehors de l'œuvre finalement. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer ? Et donc la thématique, la question qu'on aimerait se poser pour foutre un peu la merde, c'est est-ce que les rappeurs sont-ils devenus lâches ? Exactement, je crois que la lâcheté dans le rap, c'est un peu de la provocation. C'est surtout une histoire de responsabilité et d'engagement. Et en fait, cette question, elle est vraiment pas facile à travailler. Et on a eu beaucoup de mal, je pense, à articuler la question telle qu'on la voulait. Et comme tu as dit, je crois qu'ici, on va surtout se concentrer sur la dimension œuvre. Et en y réfléchissant, je pense que la meilleure façon d'aborder ce sujet, c'est de déjà la séparer en deux questions. Une première question, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un message dans le rap ? Est-ce qu'une œuvre artistique rap doit avoir un message ou pas ? Et puis la deuxième question, c'est quel type de message cette œuvre doit avoir ? Donc est-ce que les rappeurs doivent à chaque fois avoir un message ? Et est-ce que si oui, ils doivent avoir un message, quel type de message ils peuvent avoir ? Et donc je propose aussi qu'on sépare un peu les questions sous cette forme-là. Et donc pour la première partie, je crois qu'au final, la vraie question c'est est-ce que quand on regarde le rap maintenant dans son ensemble, avec son explosion, etc., est-ce qu'on peut mettre sur le même plan, de ce point de vue de est-ce qu'un rappeur doit avoir un message ? Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan Kerry James, Lorenzo et PNL ? Est-ce qu'ils font la même chose ? Est-ce qu'ils répondent au même courant, aux mêmes besoins artistiques ? Et donc là, ce que j'aimerais développer, c'est qu'en fait, non. En fait, ils appartiennent à des courants différents et ils développent des productions artistiques complètement différentes. Et en fait, cette question de qu'est-ce qui est important dans l'approche artistique, c'est une question beaucoup plus générale. Ouais. Et on retrouve un peu la même chose. Après, je te laisse intervenir. Mais pour un peu planter le décor, je crois qu'on retrouve la même chose dans différents domaines. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre ce genre de dichotomie. Enfin, là, c'est pas une dichotomie, mais c'est une triptyque entre, disons, le rap sérieux traditionnel à la Kerry James, classique, le rap rien à foutre de rien, Lorenzo, et le rap un peu hybride, on capte pas trop. En fait, c'est une blague. Non, en fait, c'est pas vraiment une blague. Il y a vraiment un message, je dirais, à la PNL, puis post-Vald, tu vois, deuxième génération Vald, etc. Et ce genre de triple courant, en fait, on les retrouve dans plein d'autres domaines et on les retrouve aussi dans le cinéma. Et donc, je trouvais que c'était intéressant ici de commencer en directement plaçant des points de référence qui font aussi référence à d'autres domaines. Et pour tous ceux qui sont chauds, je recommande vivement une vidéo qui fait ça très bien de Wisecrack. Bon, elle est en anglais pour ceux qui sont cantonnés au français, pas de bol pour vous. Et qui, en fait, explique très très bien ces trois courants à travers l'évolution d'un acteur que moi je trouve incroyable et fascinant, mais qui pour beaucoup peut paraître complètement ridicule, qui s'appelle Shia LaBeouf. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de Shia LaBeouf. Ouais, je vois bien. Bien sûr. Il est devenu vegan, ça m'a marqué. Il n'y a que ça qui t'a marqué chez lui. Ça a été un peu le hipster d'Hollywood, quoi. Ouais, hipster. Moi, je le vois quand même plus loin que hipster, mais bon. Ouais. Justement, on va y venir. Donc Shia LaBeouf, pour ceux qui ne savent pas, Shia LaBeouf, c'est un petit enfant star Hollywood, tu vois, qu'on pouvait vraiment caser dans le bac avec les Britney Spears, les Christina Aguilera, tous ceux qui nous ont cassé les couilles parce qu'on a dû observer avec eux, même Miley Cyrus dedans aussi, tous ceux qui nous ont cassé les couilles parce qu'on a dû observer leur crise d'adolescence parce qu'ils sont connus depuis le début. Donc le gars, il avait fait sa petite série quand il était petit, puis après il nous a tapé les Transformers, il nous a tapé le nouvel Indiana Jones, etc. Et à un moment, il a pété un câble, on n'entendait que des histoires de lui qui se faisait péter la gueule dans des bars, en train d'être bourré, etc. Et il y a eu un moment particulier, il a commencé à faire des vidéos, des clips. D'ailleurs, il faisait des clips de Kid Cudi, donc il était à fond dans le rap aussi. Et il a fait un film où il s'est fait ramasser dessus parce que c'était le plagiat d'une bande dessinée. Et il a ramassé dans sa gueule, le genre de bad buzz que tu veux vraiment éviter dans ta carrière. Et ça l'a fait un peu décaler. Et la façon dont il a décalé ça, c'est qu'il a embrassé un mouvement qui s'appelle le métamodernisme, qui est le nom le plus pompeux du monde. Mais l'idée est pas mal. Donc pour ceux qui se rappellent peut-être de ce qu'il a fait, là, un de ses premiers acting, staging, happening qu'il a fait, c'était au Festival de Berlin.
où il s'est présenté sur le tapis rouge avec son smoking et sur sa tête un sac en carton écrit « I'm not famous anymore ». Et en fait là, il présentait, si vous voulez, une œuvre artistique qu'il allait développer. Et son œuvre artistique, c'était qu'il était installé dans une galerie à Los Angeles et les gens pouvaient se ramener, prendre des objets autour de lui et puis après juste se poser avec lui. Lui, il bougeait pas. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur Internet, il y a full de vidéos de gens qui ont juste filmé ça. Il bougeait pas, il était là. Le projet s'appelait « I'm sorry ». Et les gens pouvaient juste jeûner autour de lui, lui enlever le sac, regarder. Et il y a plein de vidéos, il commence à pleurer, les gens commencent à lui raconter sa vie. Bref, ça part en couille et ça a l'air hyper ridicule en fait. Et au final, ce projet était hyper réfléchi. Et dans le sens où même si vous regardez tous les témoignages qu'il y a eu par la suite, les gens étaient là en mode putain, en fait, ça m'a trop touché quoi. Ça m'a trop fait un reflet sur moi-même, la position de cette star qui était là, qui se réduisait à cette position-là de déception totale et tout. Et en fait, son mouvement, c'est ça. Et tout ce qu'il a fait après par la suite, le truc où il fait du jogging en salopette rose autour du monde, le truc de Twitter, Take Me Anywhere, où il donnait sa géolocalisation, tu venais, tu le prenais, tu allais où tu voulais, etc. En fait, ça faisait partie de ce mouvement qui a écrit un manifeste qui s'appelle le Metamodernism Manifesto, et il a donné des cours à NYU, etc. Et l'idée de ce mouvement, voilà, donc ça c'est ma grosse parenthèse. Pour ceux qui kiffent le cinéma, ceux qui kiffent pas, vous pouvez zapper les 10 minutes. Mais ce mouvement, en fait, il se pose... Si tu veux, c'est le mouvement PNL contre le mouvement Kerry James et le mouvement Lorenzo. C'est-à-dire qu'artistiquement, il y a les mouvements classiques modernes à la Kerry James. Je vais prendre des parallèles faciles, on va prendre des parallèles de super-héros. Les mouvements classiques, c'est les mouvements Spider-Man. Tu es un artiste, tu as une responsabilité, plus grande est ton art, plus grande est ta responsabilité, ton œuvre doit avoir un message. Et tu as une responsabilité à faire passer au monde. Le deuxième courant, c'est le courant postmoderne qui est en mode « fuck tout ça, tout est relatif, il n'y a pas de vérité absolue, nous on fait ce qu'on veut et c'est en faisant ce qu'on veut qu'on va faire kiffer les gens ». Et ça, en super-héros, c'est Deadpool. Tu vois, le super-héros qui en a rien à foutre de rien et qui est juste marrant et qui est dans la vibe. Et moi, là, je mets clairement Lorenzo, mais j'en mets encore plein et on pourra parler de qui d'autre peut aller là-dedans. Et puis, tu as un troisième mouvement qui, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait genre, c'est rien à foutre de rien, fait genre on est des Deadpool, etc. Mais en réalité, on a des putains de messages à passer. Et on va les faire passer discrètement, comme ça, tu les vois pas arriver, tu vas te faire avoir par derrière. Et pour moi, l'arrivée de PNL, c'était un peu ça, tu vois, en mode complètement désarçonné. C'est une blague, c'est type. Je suis sûr qu'on peut vraiment demander à tout le monde leur première réaction sur PNL. Disons la majorité, à part ceux qui nous couillent maintenant, qu'ils ont vu le truc arriver. Pourtant, la première fois qu'ils l'ont vu, c'était en mode, c'est quoi cette blague ? Non mais allô quoi. Non mais allô, exactement. Et donc là, j'essaie juste de placer un contexte dans lequel je dis, il y a des approches différentes, et je crois que le rap, il fait ça. Et donc pour ici, la référence que je dirais en super-héros, puisque ça reste ma source d'inspiration principale, je dirais c'est les X-Men. Et en plus, ça fait référence au rap. Mais tu vois, chez les X-Men, il y a ce côté un peu... Tu check, et c'est quoi ces types ? Tu vois, c'est un gars, il est tout vert, l'autre il est grand, tout rouge, l'autre il ressemble à un ours, etc. Mais en réalité, les X-Men, c'est des putains de problèmes de société, de comment vivre ensemble dans une société où les gens sont différents, où il y a des ségrégations, où il y a des minorités, des majorités, etc. et qu'on peut garnir dans la diversité. Voilà. Donc, maintenant, désolé d'avoir pris tout ce temps, mais je trouvais que c'était intéressant le parallèle et aussi important pour placer des mots sur les types d'approches différentes pour cette question de... Faut-il faire passer un message d'abord en tant qu'artiste et en tant que rappeur ? Donc grossièrement, il y en a trois, quoi. Il y en a trois. Voilà, je pense qu'on peut, et bien sûr, on peut jouer, il n'y a rien qui est figé, mais je crois que c'est un bon point de départ. Non, mais c'est stylé, merci. Merci à toi. Moi, j'avais pas abordé le truc avec ces mots-là, mais finalement, j'ai l'impression que ça fait quand même écho à ce que tu dis. Moi, je le voyais en mode... En fait, avant, pourquoi est-ce que les rappeurs seraient devenus lâches ? C'est parce que je crois qu'avant, moi je pense pas qu'ils sont devenus lâches déjà, mais avant on avait une approche politisée beaucoup plus explicite du rap. Quand tu écoutes des Akash ou des IAM avant, ou même des snipers à une certaine époque, etc., oui, par exemple, ils appelaient à voter, ils avaient des textes qui étaient explicitement politiques, etc., et ce qui est très bien, et donc ça c'est ce qu'on appelle... ce qu'on pouvait appeler le rap conscient, ou bien effectivement Kerry James, c'est aussi un des premiers exemples que j'avais. Et d'ailleurs, lui-même le dit clairement. Il était passé à France Inter pour présenter son film en 2018. Et il disait clairement que lui, il se considérait comme un rappeur engagé et qu'il trouvait que les rappeurs devaient plus s'engager et qu'ils s'engageaient de moins en moins, alors que c'était leur responsabilité. Donc il utilisait des mots comme ça, ce que je trouvais intéressant. Et moi, je pense qu'il y a aussi ceux qui ne s'engagent pas. Donc là, je parlais d'un engagement qui était explicite et politique. Il y a aussi ceux qui ne s'engagent pas. Évidemment, Lorenzo, c'est aussi un des premiers que j'avais. On peut dire Kaba Jean Jass ou d'autres. Et puis, il y a toute
une autre forme d'engagement qui est beaucoup plus implicite. Et c'est peut-être ça que tu appelles métamodernisme. Et il y a peut-être des nuances finalement par rapport à ça entre le métamodernisme et ce que j'appelle l'engagement qui est plus implicite. Mais aujourd'hui, il y a plein de rappeurs qu'on écoute qui n'ont pas dans tout leur son des textes engagés ou autres, mais qui te font passer des messages. Je pense à PNL, Dinos, Nekfeu, plein. Il y en a plein en fait. Pour moi, Dinos et Nekfeu, je les mets dans la première catégorie. Ouais, dans le conscient, en mode nous, on est là, on a des messages, on n'est pas là pour rigoler. C'est ça, Nekfeu, il est direct dans ce qu'il dit. Non, Nekfeu, vous avez raison. Nekfeu, vous avez raison. Je trouve que Dinos, c'est pas si clair que ça, moi. Mais Dinos, tu vois qu'il est là pour un message. Tu vois, à aucun moment tu dis Dinos, à part tu vois, les 2-3 trucs Fetty Rap, Wow et tout ça, enfin ces petits trucs sur le côté, à aucun moment tu dis le gars il vient pas pour délivrer quelque chose. Surtout avec le dernier album. Même lui il le dit, oui, j'ai tenté des trucs, en fait je vais ressembler à ce que je fais et je vais aller tout droit, et ce qui lui ressemble le plus c'est de dire des choses, de faire passer certains messages. En fait ce que je veux dire peut-être, et c'est peut-être là qu'il y a la nuance, c'est que avant, et je crois que ça existe encore maintenant, on le voit avec Kerry James et autres, il y avait des messages qui étaient vraiment politiques et qui étaient en mode engagés d'un point de vue sociétal, quoi. Alors que moi, un mec qui est très introspectif et qui parle de lui, qui parle de ses problèmes, de problèmes qu'il a, qui lui sont intimes, etc., je trouve qu'une certaine manière, c'est s'engager aussi. Je trouve qu'une certaine manière, c'est aussi avoir un message qui a vocation à rendre le monde meilleur, entre guillemets, sans vouloir faire des mots bisounours, mais c'est aussi ça, je pense qu'il y a un engagement qui peut être beaucoup plus dans l'épanouissement personnel ou bien dans la résolution de conflits ou autre, dans l'acceptation des autres, et qui ne soient pas uniquement des messages qui soient purement politiques, typiquement antiracistes ou pour avoir plus de bien-être économique ou autre, quoi. Mais c'est pour ça que, en fait, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, juste... Pour moi, ça fait partie de la première catégorie. Et ça fait partie de la question, faut-il faire passer un message ? Après, le message, il peut être politique, social, humain, expérience personnelle, etc. Mais la démarche est quand même, je vais dire quelque chose. Et je pense que pour devenir plus concret sur la deuxième, sur les Deadpool, je crois qu'il y a plein d'artistes déjà qui arrivent en Deadpool. Mais donc Lorenzo, on sait qu'on n'y va pas pour chercher quelque chose d'un point de vue, pour répondre à des besoins. Ouais, c'est clair. Je dirais que... Ce qui est important aussi, c'est de capter que c'est pas des personnages figés. Les gens évoluent, et il y a aussi à l'intérieur d'un album parfois un artiste qui va faire tout en même temps. Là, c'est des tendances générales. Je crois que Hamza, quand il arrive, il en a rien, il a pas de message. Hamza, quand il arrive, tu vois. Après, il le devient dans 1994, quand il Life, etc. Là, il nous raconte quelque chose. Mais le H24 de Hamza, il y a pas de message. H24 de Hamza, c'est de la vibe, tu vois. Il y a pas de personnalité, il y a pas de message derrière. Après, tu as des personnages inversés, genre Kaba et Gigi, c'est l'inverse. Ils viennent d'un monde, Pont de la Reine, les Corbeaux, Pipo Inzaghi, Exode Arabe, tout ça, où ils étaient en mode message à l'ancienne. Et maintenant, Aye Finzerbe, il n'y a pas vraiment de message, tu vois. C'est plus de l'ambiançage, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que la différence, c'est est-ce que tu as un message, est-ce que tu n'as pas de message ? Après, on peut parler à l'intérieur du message, quel type de message passe ou pas. Et donc là, on peut parler exactement d'engagement et tout. Mais il y a cette troisième catégorie, ceux que j'appelle métamodernes, c'est vraiment pompeux, les Shia LaBeouf ou les X-Men. C'est ceux où tu dis « Ah, il n'y a pas de message, mais en fait, il y a un message. » Tu vois ? Et pour moi, ceux-là, c'est... au tout départ, moi, je mets full Damso dedans. Je trouve que Damso, la première fois que tu te le ramasses avec tout son truc de sale et tout, en tant que des insultes, t'étais en mode « Mais c'est quoi ce truc » En fait, le truc classique, c'est « Demande à un vieux ce qu'il en pense. » Tu vois, PNL demande à un vieux ce qu'il en pense, demande à un vieux ce qu'il pense de Damso et tout. Il bug sur ses premières couches. Et ensuite, quand tu rentres dedans... C'est hyper profond. Mais ça, justement, moi j'ai quand même l'impression que quand on dit est-ce que le rap est devenu lâche ou bien les rappeurs sont-ils devenus lâches et qu'on parle d'engagement dans le rap, c'est pour ça que moi je le mettais comme le rap plus engagé explicitement, c'était vraiment des messages qui sont beaucoup plus politiques, quoi. J'ai l'impression que quand on parle de rap conscient, de rap engagé, on parle pas spécialement, maintenant peut-être que je me trompe, mais on parle pas spécialement des gens qui te délivrent un message personnel qui soient engagés d'un point de vue de leur vie. J'ai l'impression que quand on parle de rap engagé, on parle pas on parle pas d'un rap, on va dire plutôt de lover, par exemple, genre Luigi, tu vois. Je trouve en fait on pourrait diviser en pas mal de catégories, je pense. Il y a vraiment le rap engagé politique et tout, et ça Kerry James, c'est clair. Pour moi, il y a aussi le rap un peu de lover, genre Luigi. Il y a le rap plutôt le gangsta rap, genre Caris ou Non, j'allais dire Kalash, mais en fait pas Kalash. Kalash, pour moi, c'est politique. Et voilà, je crois que c'est toutes des sous-catégories qui ont des engagements différents et sous des formes qui sont très très différentes. Et j'ai l'impression que la connotation rap engagé, rap conscient, c'est quand même souvent un rap qui est plus
politique. Ou anti-système, quoi. Anti-système. Parce qu'il y a très peu de politiques politiciennes, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, même Kerry James, je crois que c'est pas des rappeurs qui appellent à voter, par exemple. Tu vois, c'est pas des rappeurs qui appellent à voter. Mais c'est vrai que derrière l'engagement, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, aujourd'hui, comme tu avais dit, les rappeurs sont plus en mode oui, il faut soutenir tel parti. Ils se mobilisent généralement pour des causes dans les morceaux. Par exemple, Kalash Criminel, pour moi, c'est encore du gangsta rap, mais il y a des morceaux qui appellent à s'éveiller par rapport à certaines causes, etc. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est sont-ils devenus lâches? Est-ce qu'on sous-entend que le rap et les rappeurs à l'époque étaient des gens engagés au sens où on l'entend? Parce que moi, je pense que le côté Amour, Luigi et tout ça, en fait, c'est notre regard qui essaie de chercher la conscience du truc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si on reste dans l'engagement de se dire il y a un message pour une cause, etc., et on considère ça comme étant l'engagement, c'est pour ça que la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on entend vraiment par engagement? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, bon, c'est peut-être, et comme je dis, j'ai peut-être un peu trop vu des structures et des couches dans la façon d'approcher cette question-là. C'est pour ça que moi, je voulais d'abord séparer à l'intérieur de ce marasme chez quel rappeur on attend un message, chez quel rappeur il ne faut pas attendre de message. Après, on discute de ceux qui... Parce que c'est à l'intérieur de ceux qui ont un message qu'on va parler d'engagement ou pas. Et ce qui est important, c'est ces rappeurs qui jouent sur le fil du rasoir entre « Ah, je fais pas de message, en fait, je fais des messages. Ah, je fais pas de message, en fait, je fais des messages. » Et donc là-dedans, pour répondre à ta question de est-ce que le rap est devenu lâche, la première chose, c'est que je pense que cette deuxième catégorie, donc le rap Deadpool, le rap postmoderne, elle a augmenté avec le temps. Donc des rappeurs qui viennent nous dire... Zola en premier, numéro 1 maintenant, qui l'année passée dans son interview chez Click disait moi je fais pas du rap je fais pas du rap pour les textes, je fais pas du rap pour dire quelque chose. Moi je crois que cette catégorie-là, elle a explosé. Il y a beaucoup plus de rappeurs qui viennent nous dire je viens pas rapper pour passer un message, je viens rapper pour l'ambiance, pour le turn-up, etc. et pas du tout pour le message derrière, tu vois. Ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, ça va être pour ceux qui ont un message, caché ou pas caché, est-ce qu'ils sont devenus plus ou moins lâches? Et là, la lâcheté, ça va être ou bien une lâcheté par rapport aux engagements politiques, ou ça va être une lâcheté sur les sujets qu'ils abordent. Et moi, je trouve que là, ce qui se passe surtout, et donc là, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet de quel message doit être passé, c'est qu'il faut tenir en compte le système actuel. Et le système actuel, c'est un système dans lequel, et je suis complètement d'accord avec toi, moi, je ne sais pas c'est quoi maintenant des rappeurs politiques à l'heure actuelle. Des gars qui viennent nous parler de problèmes politiques disons, au level de la France, par exemple, ou d'un système gouvernemental, et qui sont riches dans leurs argumentations, moi, j'en vois pas. Kazé. On va dire Kazé, mais qui aujourd'hui fait du rap rock. Mais je pense que Kazé, Kenny Arcana qui va sortir un nouveau projet, Kenny Arcana, c'était beaucoup plus Kenny Arcana, direct, je la mets pas comme... Pour moi, c'était il y a 10 ans, Kenny Arcana. Ouais. J'ai pas entendu son projet, j'ai pas entendu son évolution actuelle, mais je la mettais plus dans, tu sais, même des snipers et tout, qu'elle est un peu plus. Tu vois, snipers ils ont tout un truc sur les colonies. MC Solar, il avait les colonies. Enfin, il y avait des trucs où snipers ils avaient sur Israël-Palestine. Il y avait des trucs qui étaient plus forts. Maintenant, j'ai l'impression que, et la tendance, elle est à quitter un peu ce truc-là, ou peut-être parfois lâcher une crotte de nez sur les politiques qui font de la merde et tout, et arriver dans un truc beaucoup plus. Nekfeu, il s'est quand même fait pas mal attaquer là-dessus, sur son dernier album, où là. Quand j'entends par exemple Le bruit qui court, qui pour moi est un des meilleurs sons de l'album, il est quand même vachement politique. Et il s'engage et surtout il s'engage, pour répondre à ce que Nikita disait, moi je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'il y a plein de sujets intimement politiques sur lesquels les rappeurs s'engagent. On peut penser à la police, aux aides sociales, à l'exclusion, etc., le racisme. Et il y en a d'autres sur lesquels ils s'engagent moins, et c'est pas une critique. Et là, par exemple, Nekfeu, quand il s'est blindé engagé dans Le bruit qui court, où il y a pas mal de punch pour le droit des femmes, etc., et pour l'émancipation des femmes, il s'est quand même pas mal fait clasher là-dessus. Et c'est exactement là où je veux en venir, c'est que je pense que l'état actuel des choses, et ça rejoint l'introduction, c'est-à-dire que maintenant, le rap, comme il est écouté par tellement de personnes, dire que, ou bien tu es consensuel, si tu veux toucher personne, si tu es lâche, tu dis des trucs qui vont toucher personne. Tu vois, et tu dis des trucs où tu fais croire que tu es engagé, mais en gros, critiquer les colonies, tout le monde critique. Enfin, il n'y a personne qui va être contre le fait que tu aies critiqué les colonies dans les fans de rap, tu vois. À part si tu es peut-être blanc. Moi, je trouve l'exercice que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, Nekfeu, il y a beaucoup de gens de son public qui l'ont reproché. Ouais, mais le dernier album, tu parles trop du sort des racisés qui vivent certaines inégalités, ça fait chier. Ou par exemple, je sais pas moi, Romeo Elvis qui fait un son sur la colonie. Je me demande, est-ce que politiquement, en termes d'engagement, c'est prendre des risques en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais répondre à ça dans une seconde. Le seul message que je voulais faire passer derrière, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, si tu sors un peu
et pour moi ils sortent un peu parce que c'est deux blancs qui attaquent la colonie, donc peut-être on peut discuter de ça aussi, mais si tu sors un peu des cases consensuelles, tu vas de toute façon te faire taper dessus, quoi qu'il arrive. Et il y a des matraques qui font plus mal que d'autres. Et donc je pense que, et moi je vais prendre un autre exemple pour Nekfeu, je crois que Nekfeu, il s'est vachement calmé avec son histoire avec Charlie Hebdo. Je crois que son histoire avec Charlie Hebdo, et c'est pas moi qui l'invente, c'était dans une discussion chez Tierlist où ils en parlaient, et je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a des SOMAS qui calment des rappeurs, et ils les calment dans le sens, en fait, si t'es pas prêt à te défendre là-dedans, la prochaine fois, ils vont plus jamais toucher à ça. Et je crois que Nekfeu, comment il a ramassé par les médias et par tout ce qui s'est passé derrière avec Charlie Hebdo, ça lui a fait un petit côté, il y a peut-être des sujets, je vais arrêter de m'aventurer dedans, ou si je m'aventure, je préfère connaître mon ouais. Et je pense qu'il y en a d'autres que ça a traumatisé. Tu sais, Damso, l'histoire de l'hymne de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde, je crois que ça l'a touché. Il peut dire que c'est un dur à cuire, etc. Surtout pour un son qui avait rien de mauvais. Je crois que ça l'a bien touché, et même il avait dit dans une interview qu'après il s'était renseigné plus sur le féminisme, etc., et que ça l'avait un peu calmé. Mais t'as l'impression que Nekfeu, il s'est assagi ou il s'est... Je sais pas, il s'engage moins depuis cet enroulé avec Charlie Hebdo. Moi, c'est le contraire. Hein. Moi, j'ai l'impression que son album, Les Étoiles Vagabondes, c'est son album le plus engagé. Peut-être pas sur le sujet dont tu parles. Quoi. Moi, je parle de sujet où... Ah oui. Il est plus entré dans ce genre de débat-là. Ok, mais avec cette virulence-là, hein, parce que ce qu'il disait, c'était... Il demande un brûlot pour Charlie Hebdo, un truc comme ça. C'était pas un brûlot, c'était un autodafé c'est presque la même chose pour Charlie Hebdo. Avec cette virulence-là sur une cible précise, moi je crois que ça l'a touché même. Tu vois, ça explique un peu aussi peut-être son retrait de la vie publique. Tu vois, il est devenu beaucoup plus confidentiel. Je crois que Damso, c'est ça. Après, là, c'est des spéculations. Hein. Je crois Sneezy. Je crois que son histoire avec Pascal Pro. Tu sais, au final, même si on parle en tant qu'artiste. Là, on les touche au portefeuille. Hein. Sneezy, Pascal Pro, son truc sur Pascal Pro, on lui a fait sauter sa vidéo, tu vois. C'est un monde, c'est pour ça que je parle de toute l'économie actuelle, les plateformes qui ont un peu un droit de regard sur tout. YouTube décide de faire sauter tes vidéos, tu réfléchis à 2 fois avant de décider si tu vas réinsulter Pascal Pro la prochaine fois, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais trop chaud de voir ce qui allait se passer avec Freeze. Je crois que là, il faut encore attendre, on est encore trop dans le vif du sujet, même si ça fait longtemps. Mais tu as ce genre de truc où maintenant, en tant qu'artiste, je crois que ça les calme, tu vois. Je crois qu'il y a des matraques, pas toutes les matraques, parce qu'ils peuvent se faire insulter par la droite et c'est pas grave et tout, mais il y a des matraques politiques au niveau des plateformes et tout. Tu sais, Freeze, il est sorti de Deezer, tu vois. Ouais. Fatalement, tu réfléchis à 2 fois. Si ton but c'est d'être artiste et de propager ton truc, tu sors de Deezer, tu réfléchis. Ok, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que je vais commencer à vendre mes CD au marché? Qui achète des CD au marché, etc. Et est-ce que vous considérez Freeze comme étant un rappeur engagé? Et est-ce que justement ce questionnement que les artistes ont, ça mène à une autre question en me disant est-ce que on a la conviction, en tout cas les artistes ont la conviction que ça puisse faire changer des choses? Ou est-ce qu'on se verse dans un espèce de populisme? Ça, c'est une très bonne question. Première question, je pense que Freeze, oui, il s'engage. D'une certaine manière, c'est clair qu'il touche à des sujets politiques, quoi. Il touche à des sujets qui sont intimement politiques et il ose le faire. Et c'est sûr qu'il savait qu'il y aurait... Enfin, je pense vraiment qu'il savait qu'il y aurait un retentissement par rapport à ça. Et je vais peut-être rajouter un truc. Sean, je crois, son manager, hier, il avait posté un truc et je me demande si c'est de l'engagement aussi. Il avait dit, dans l'album, il y a 0 Zumba, il y a 0 phase où on parle de sexe, 0 de glorification de drogue, etc., etc. Il y a full drill quand même. Hein, il y a full drill quand même. S'il veut faire le gars. Aucune glorification de drogue. De glorification, tu vois, de dire oui, on vend et ça tue, etc. Il parle plus de la consommation, j'ai l'impression. Et il y a ce côté où on prend en revers tous les messages qui existent dans le rap, mais on réussit quand même. Et ce côté aussi je trouve Freeze, le côté engagé, c'est que c'est sa force face justement au pouvoir politique et médiatique. Qui rend cette œuvre engagée. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a résisté quelque part et il y a ce truc de message fort de on résiste face au système, que son œuvre devient anti-système. Tu vois, je sais pas si son œuvre en tant que pure création... Sans la réaction des médias, tu l'aurais peut-être pas vu aussi engagé. Exactement, voilà. En fait, moi je trouve qu'il y a quand même une différence qui doit être faite, entre être anti-système dans le monde du rap, ou en tout cas être contre les codes dans le monde du rap, ou être anti-système et contre les codes dans l'opinion publique générale, tu vois. Je pense, par exemple, mais j'ai pas envie de parler que de Freeze et de Nekfeu, tu vois, mais
je reprends toujours cet exemple de Le Bruit qui court, où il s'engage blindé pour les femmes, etc. C'est un truc qui a fait un écho un petit peu négatif dans le monde du rap, où on s'est fait, putain, c'est un engagement qui n'est pas habituel, alors que c'est un truc qui est beaucoup plus consensuel aujourd'hui, même si c'est un combat qui doit être mené et qui est très très loin d'être gagné, mais qui est un message plus consensuel dans la musique en dehors du rap. Et à côté de ça, Freeze, je trouve que c'est un petit peu l'inverse. Il a des messages. Je pense que par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, il y a quand même beaucoup de rappeurs qui sont toujours engagés. Surtout avant, ouais. Mais je trouve encore maintenant, j'ai réfléchi à ça. Il y en a encore beaucoup qui s'y engagent maintenant. Et donc, lui, c'est plutôt le contraire. Donc, ça veut dire que lui, je pense qu'il choquait pas tellement dans le monde rap. Et par contre, il choquait beaucoup dans, on va dire, la musique ou même la société de manière générale pour ses messages. Et c'est pour ça que lui, il s'est fait attaquer, etc. Alors que Nekfeu, finalement, il y a juste eu quelques types qui ont dit ouais, il exagère dans son morceau. Et pour aller dans ton sens, mon exemple précédent, l'histoire de l'autodafé, ça a choqué personne dans le rap. Ben voilà. L'histoire de Charlie Hebdo à l'intérieur du rap, ça exactement. Au contraire, je pense que Charlie Hebdo... Et ça n'a pas choqué avant qu'il y ait eu les embrouilles qui arrivent. Voilà. Enfin, et il y a eu ce qui s'est passé, et ça, évidemment, ça change tout. On peut pas être insensible à ça, etc. Mais je veux dire, avant ça, être pour ou contre Charlie Hebdo, être Charlie ou pas être Charlie, c'était un truc, voilà, c'était pas mal et je crois personnellement que c'est pas mal. On peut tout à fait dire qu'on n'aime pas ce que fait Charlie Hebdo, ok. Et on pouvait le faire avant, et c'était pas vu de manière tellement négative dans le monde du rap. Après, moi, ce que je trouve, là où je vous rejoins même pour le cas de Freeze, c'est qu'en réalité, Freeze, si on voulait vraiment l'attaquer dans le fond, si ces gens qui avaient la haine sur lui voulaient vraiment l'attaquer, il y a des pièces dans ses textes qui font beaucoup plus mal devant la justice à défendre que son histoire de la Shoah. Ouais, tu vois. ça, c'est vrai. Donc je crois que là, je suis d'accord avec le fait que ce soit en réaction. Par contre, il y a un élément qui est important et qui rejoint l'idée un des dangers du rap, c'est son expansion maintenant et sa démocratisation ou son accessibilité pour tout le monde. C'est qu'en fait, dans le rap, il y a des codes. Et c'est un peu, et là, ça devient un jeu un peu facile pour les deux camps, mais c'est pas toujours facile de comprendre du rap sans comprendre les codes. Et ça crée des problèmes d'interprétation et donc des problèmes de responsabilité. Donc, par exemple, tu sais, le concept de niquer des mères dans le rap, c'est un concept en fait. Tu vois, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'idée de niquer ta mère, tu vois. Dans niquer des mères, c'est tout un truc de combat contre soi, contre ses problèmes, de surmonter tout ça. Tant que tu comprends pas cette dimension-là, tu te dis, mais pourquoi ils veulent niquer les mères de tout le monde ? Enfin, c'est quoi leur problème, tu vois ? Et donc, c'est une histoire de code. Et pour moi, c'est relativement crucial comme challenge d'être capable de... En fait, c'est un choix que les artistes doivent faire, parce que plus tu vas t'élargir, plus tu vas risquer que des gens interprètent mal ce que tu dis. Et donc, tu dois décider, est-ce que tu veux être le plus large possible, Soprano, Black M et tout ça, ou est-ce que tu veux rester hyper confidentiel à la Freeze. Mais quand tu restes hyper confidentiel, tu crées ces problématiques d'interprétation qui deviennent très précises. Freeze n'est plus trop confidentiel aujourd'hui, en gros. Non, mais dans son code, dans ses codes à lui, ouais. Tu peux pas arriver à écouter Freeze. Tu vois, tu dois avoir une culture. T'as jamais écouté de rap, t'écoutes Freeze, tu freezes. Tu bégayes. Mec, t'es dans la merde. T'es pas mal là, tu freezes, non? Bof. On la garde. Pour donner un exemple que je trouvais très parlant, tu sais, même dans le langage, là, je cite Bajrafil, parce qu'il a Mohamed Bajrafil, qui a plus d'expérience que moi qui est imam et linguiste surtout, ouais. Et qui parlait de l'importance de la compréhension des codes et de leur interprétation dans leur contexte. Il dit, par exemple, en arabe, pour dire tu m'as fait chaud au cœur, on dit tu m'as glacé le cœur. Parce que l'arabe s'est développé dans des contrées chaudes où le plaisir vient des choses plus froides. Or ici, on s'est développé dans des contrées froides où le plaisir vient... Et ça te dit à quel point, sans la grammaire qui va avec, sans le lexique qui va avec, quelqu'un qui vient dire « tu m'as glacé le cœur », nous, on le comprend complètement différemment. C'est tu stylé. vois. Et je pense que ça, c'est... Tu vois, un artiste qui va commencer à exploser sa fanbase, il va devoir faire ce choix, tu vois. Est-ce que... tu vois, ça m'étonne pas que Damso il soit moins vulgaire. Tu vois, il fait ce choix-là, tu vois. Il fait à un moment ce choix-là de dire « moi, je vais... devenir quelqu'un d'autre. Je vais prendre une responsabilité supplémentaire par rapport à ça. » Et pour moi, c'est tout aussi valable que Freeze qui dit « moi, je vais pas me travestir du tout. » quoi, tu vois. Et est-ce que tu crois que si jamais Freeze
enfin, j'ai pas envie de dire se travestissait, mais si entre guillemets, il s'engageait dans un langage qui était plus démocratisé, etc. Plus digeste, peut-être. Ouais. Plus digeste et autres, est-ce qu'il perdrait beaucoup de fanbase? Moi, je pense. Hein. Je pense que ça, lui, vraiment, sa marque de fabrique. C'est comme PNL qui vont faire une interview. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est peut-être particulier, mais est-ce que, par exemple, Damso. Dossé, c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. Et Jay-Z, c'est ce qu'il a fait. Je vais simplifier mes écrits. Ouais, tout à fait. Et là, tu vois, pour parler de. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, je pense, c'est on est en train de transiter sur l'œuvre de l'artiste par rapport à lui-même et par rapport au public. Est-ce que l'artiste est responsable de son public? Et là-dedans, il y avait justement Nekfeu sur le dernier feat avec Kalash. Dans Turn Up, il dit « Je suis pas responsable des bouffons qui m'écoutent, tout comme t'es pas responsable du bolos à qui tu vends. Tu dis que tu rappes, mais je doute. Fais des jolis mélos, c'est comme ça qu'on maquille du vent. » Et donc, tu vois, là, lui, il prend une position en disant « Je n'ai rien à foutre des gens qui m'écoutent. » Il y a d'autres types, genre, il y avait une interview d'Isha avec Martin Vachéry chez Tchèque, qui disait que lui, il avait abaissé le niveau de vulgarité dans ses textes, parce qu'une fois, une meuf était venue devant lui et lui avait balancé son verre, tu vois, en mode mec, tu parles mal des meufs, tu parles mal, etc., ça va pas. Et que ça lui avait fait se rendre compte que peut-être sa façon de s'exprimer pouvait toucher des gens et qu'en fait, ça l'intéressait pas de froisser certaines personnes. Ce que j'essaye d'expliquer ici, pour revenir à la question principale, c'est qu'il y a une forme qu'on peut interpréter comme de la lâcheté qui est de la responsabilité. Et ça devient délicat, tu vois, de pouvoir. Mais c'est important de comprendre le challenge, parce que c'est un vrai challenge pour un artiste. Moi, je crois qu'il y a un élément qui est important dans cette question. Est-ce que les rappeurs sont-ils devenus lâches? En fait, pourquoi est-ce qu'on demande à un rappeur d'être engagé plus qu'un musicien de n'importe quel genre musical de l'être? Pourquoi? Et moi, ça me fait penser à... Enfin, déjà, je pense qu'il ne devrait pas l'être forcément, okay, même si c'est une musique qui émerge en général des quartiers, etc. Et ça me fait penser à un passage d'Obama dans The Last Dance. Je pensais que tu parlais de Cyril Hanouna, de Baba. Non, d'Obama. Obama dans The Last Dance de Michael Jordan. Ouais. Ok. Bon, c'est un discours qu'il avait eu à l'époque et où il disait en gros, là c'était plus pour l'engagement de l'homme, je dois dire, de Michael Jordan, mais où il disait, en fait c'est pas parce que Michael Jordan était beaucoup critiqué parce qu'il s'engageait pas beaucoup. Et on lui disait, mais c'est pas parce qu'il est noir et qu'il a réussi et que c'est une super méga star, etc., qu'il doit forcément s'engager. Je vois pas pourquoi ça lui donnerait une responsabilité en plus, alors que, a priori, le chemin est déjà plus compliqué pour arriver là où ils en sont. Pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner en plus cette responsabilité, quoi, finalement? C'est quand même particulier de se dire que des gens qui sont souvent dans des situations qui sont plus compliquées, qui viennent de milieux socio-économiques qui sont relativement bas, etc., qui arrivent à s'élever jusqu'à un certain niveau, qui réussissent d'une certaine manière, et qu'on leur demande d'avoir en plus une responsabilité, alors que le chemin n'a pas forcément été, a été a priori plus difficile que d'autres, quoi. T'es un islamo-gauchiste, toi. Mais je rigole, c'était pour la vanne. Mais moi aussi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est, par exemple, quand il s'agit de l'engagement, il y a eu beaucoup de conversations là-dessus, et je les ai tenues aussi, c'est que parfois c'est notre regard à nous qui va essayer de chercher de l'engagement là où il n'y en a pas. Moi ça me rappelle par exemple, je crois que c'était Val qui disait, mais par rapport à l'école, tu sais, il disait oui, chez Combini, il disait oui, tu sais, moi ce qui me faisait chier à l'école, c'est, on parlait des philosophes, il disait, il a dit ça. Mais en fait c'est pas ce qu'il a dit, tu vois, et en fait le rap aussi, quand je dis engagement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flou autour de ce truc, je trouve. C'est que parfois, moi, il y a des choses que je trouve engagées, mais j'en ai conscience que c'est mon regard qui va interpréter la parole du type pour dire « Ah, s'il y a une forme d'engagement, tu sais, En fait, c'est pousser mes idées à travers les paroles des gens, peut-être. Inconsciemment, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que, justement, il y a aussi dans le rap, un public, une espèce de... Comment dire? Un espèce de... Je sais pas, j'ai pas le terme, mais... Tu sais, un espèce de baromètre qui est une partie du public qui va dire ça c'est engagé, toi t'es plus engagé, toi t'es ci, t'es ça, et comme tu disais, ça veut tout et rien dire, au sens où parfois il y a des gens qui cessent de dire des gros mots ou cessent de faire ça par responsabilité justement, et que nous, si on n'écoute pas leurs interviews, on n'en a pas conscience, on va dire ah ouais il a changé le mec, tu vois. Ça je crois que pour remettre des mots dessus, je crois qu'à l'époque aujourd'hui, à notre époque aujourd'hui, le problème c'est qu'il devient très compliqué de différencier le troll de l'artiste. Et il y a des artistes qui font de l'art dans leur troll, mais tu vois, c'est des couches qui se superposent et ça devient compliqué. Et je crois que là, moi, ma seule
La seule chose que je voudrais dire, c'est, en fait, au final du final, on s'en fout. Il en revient à chacun. Si toi, tu vois de l'engagement là-dedans et que ça va t'inspirer toi, c'est ça qui compte, tu vois. Et moi, c'est un peu un truc, pour cette histoire d'engagement en général, pour rejoindre même ces trucs de base de est-ce que les rappeurs doivent avoir un message ou pas. Un des problèmes dans si on part vraiment, disons qu'on est des gardiens du temple, rap à l'ancienne, tu dois bien faire tes textes, avoir des messages, etc. Le problème, c'est qu'on va attendre de gens d'être dans déjà d'avoir quelque chose à dire, mais donc ce qu'on dit implicitement, c'est ils ont une maîtrise de leur discours et qui contrôlent leur réflexion et que en fait tout ce qu'ils sont capables, c'est des ingénieurs, tu vois, ils sont capables de recracher tout ce qu'ils ont interprété. Or, l'art, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. L'art, c'est de la recherche. L'art, c'est pas des résultats, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu ce problème de si on commence à attendre d'un artiste qui soit capable d'expliquer tout ce qu'il a fait, en réalité, on réduit sa capacité d'innovation, sa capacité de construction et de création, etc. Et c'est peut-être pas ce qu'on veut. Mhm. Parce qu'au final, tu tombes un peu dans des travers où, si tu presses ça trop fort, tu tombes dans des choses que moi, je trouve un peu ridicules, c'est-à-dire des gars qui vont nous faire de la bien-pensance et de la morale sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout parce qu'ils sont dans un mimétisme de rap conscient, etc. Tout à fait. Et là, je mets malheureusement, en tout cas, les Big Flo et Oli, quoi, tu vois. Mhm. Dans un côté, les gars, vous nous parlez de choses, vous savez... Peut-être qu'ils savent de quoi... Enfin, peut-être que ça répond à des expériences personnelles, mais moi, je mets mon billet quand ils parlent du cordon, quand ils parlent de Monsieur Tout-le-Monde, etc. Gars, t'as 16 ans, 17 ans, tu sais pas c'est quoi la vie d'un type qui travaille, quoi, tu vois. Leur clip avec le gars qui travaille toute sa vie et qui se suicide à la fin, gars, tu sais pas ce que c'est. Donc tu viens nous donner une morale d'un truc où t'as rien à dire. Mais est-ce qu'il peut s'exprimer sur des choses dont ils n'ont pas connaissance? Il peut, ouais. Moi, je crois qu'on peut. Je crois qu'il y a énormément d'écrivains qui ont écrit dans toute l'histoire sur des fictions qu'ils n'avaient pas vécues forcément. Mais je suis tout à fait d'accord avec Ness sur, allez là, t'as pas la crédibilité, enfin t'as pas toujours la crédibilité de parler typiquement là du cordon ou de Monsieur Tout-le-Monde, alors que t'as Et moi, 16 limite, ans. je vais même pas dans la crédibilité, je rentre même pas dans leur tête, je regarde le résultat. Si tu me fais un truc, genre si Damso a complètement inventé l'histoire qui a sauté là, sur batterie faible de la fille qui se suicide Amnésie. pour lui, Amnésie, s'il l'a complètement inventé, mec, chapeau, tu vois. On a l'impression que c'est toi, c'est bien fait, etc. C'est ce qu'ils disent dans Tier List d'ailleurs, que c'est Ouais. complètement inventé. Donc s'il l'a complètement inventé, honnêtement, mec, c'est bien fait, là, on ressent que tu as quelque chose à dire et tout. Par contre, comme je disais, pour moi, dans le résultat, Big Flo et Oli, à 17 ans, t'écris un truc sur le cordon, t'as regardé un reportage d'M6, tu t'es dit, ah, je vais en parler, tu vois. C'est pas la même profondeur. Et je pense que ça vient un peu de eux, en tout cas leur héritage et leur volonté d'être... allez, Big Flo et Oli, on est quand même dans la bien-pensance, tu vois. On est quand même dans le truc moral bien-pensant généralisé, quoi. Et je trouve juste parfois ça a ses limites. Et il y a aussi sans doute beaucoup de rappeurs qui ne veulent pas se dire conscients ou engagés parce qu'il y a cette étiquette de déjà, le rap conscient c'est devenu un genre, tu vois, ce qui n'était pas forcément avant. Comme tu disais, il y avait les frontières étaient moins poreuses et le côté où, purée, quand on entend rap conscient, ça va être moraliste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça qui c'est- peut par ça freiner le fait de le revendiquer tel quel. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un rap qui est engagé, mais un petit peu plus implicitement. Je dirais qu'ils n'ont pas des discours qui sont moralisateurs ou quoi, mais qui sont très engagés. Et quand on parlait de Dinos tout à l'heure, moi c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression qu'il a un discours qui est engagé, effectivement, mais t'as pas l'impression d'écouter un mec qui te fait la morale ou qui te dit fais ci, fais ça, fais comme moi, tu vois. Il a vraiment des messages qui sont politiques, je dirais même, et parfois juste très engagés au niveau de son développement personnel, mais j'ai pas l'impression d'écouter un rappeur qui me fait la morale. Et est-ce que être engagé dans le rap, c'est dire des trucs de gauche? Alors, Dire des idées de gauche, quoi. ben ça, Tu vois ce que je veux dire? ça, c'est une... Et moi, ça me fait penser à... C'est une très bonne question. Ça me fait penser à une phase, mais pas d'un rappeur de Albert Camus, qui lui, donc dans son... Oh, quel enchaînement incroyable. Dans son discours de Suède, donc quand il a eu le prix Nobel pour l'étranger, Ouais. il parle du rôle de l'écrivain, et je pense qu'on peut essayer de faire un parallèle avec le rôle du rappeur, où il dit le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Mhm. Et donc lui, il définit son art, qui est, lui, c'est celui d'écrire. Il doit se mettre au service de ceux qui subissent l'histoire et certainement pas au service de ceux qui la font. Et
moi, je crois à ce genre de choses. Je pense que, et d'ailleurs, honnêtement, je vois pas de, même si c'est très compliqué de savoir exactement qui on défend, etc., quand on fait du rap, mais je vois pas de rappeur qui aurait un message complètement pro-système, pro-pouvoir, typiquement, par exemple, pro-politique, ou bien, je sais pas moi, des pro-autre chose, des pro... Doc Gynéco. Ouais, mais ça, est-ce que c'est dans son œuvre? Je t'avoue que j'ai pas écouté tout ce qu'il a. Je sais même pas s'il a fait quelque chose après. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les plateaux télé. Je suis d'accord avec toi, mais dans son œuvre, pour moi, Doc Gynéco, c'était peut-être du métamodernisme, comme tu dis, mais c'était peut-être un avant-gardiste à ce niveau-là. D'ailleurs, moi, je trouvais que son album était incroyable, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un rapport, même qu'il soit pris comme engagé ou pas engagé ou quoi, qui avait un message politique complètement pro-système. Mais ça dépend ce que tu appelles pro-système. On a eu ce débat sur le capitalisme. Moi, je crois qu'il y a plein de rappeurs. Si pour toi, le système, c'est l'organisation capitaliste, il y a plein de rappeurs. Et si on va à la source du rap, vraiment aux States, il y en a encore plus, qui sont complètement pro-capitalistes. Et voilà, tu vois. Ils le sont à fond, ça je suis tout à fait d'accord, mais ils ont un message... Quand on parlait de message capitaliste, ils ont un message en mode « nous, on va se faire plein de thunes ». En mode « nous, on va amasser la thune », etc. Mais ils se considèrent, et je pense qu'ils ont des raisons de se considérer comme tels, comme des gens qui viennent de milieux plus compliqués et qui s'élèvent, et effectivement, en amassant de la thune, etc. Et donc, je suis d'accord qu'on vit dans un système capitaliste, et ils vendent le capitalisme, mais c'est à leur fin à eux qui, a priori, ont plus été ceux qui subissent l'histoire que ceux qui la faisaient. Mais est-ce que c'est pas ça aussi la nature du capitalisme? C'est-à-dire chacun monte son truc de manière individuelle, etc. Est-ce qu'ils sont en train de raconter justement le destin d'un capitaliste ou le destin d'un individu dans une société capitaliste? Moi, je crois que ces destins-là, c'est des destins qui sont hyper particuliers. C'est vraiment des exceptions. Moi, je crois pas qu'on fasse des lois avec des exceptions. Je crois que T'es un mec de gauche, toi. Des succès... non, mais vraiment, je crois que des success stories comme ça, des exceptions, c'est un très bon truc. C'est un excellent anesthésiant pour quelconque discours. Théorie du complot, on arrive. Pour quelconque discours. Ils les ont placés, c'est des plantes. Pour quelconque changement systémique, quoi. Dire, en fait, ce système-là, il marche, regarde, lui, il a réussi à le faire. Ouais, ok, mais c'est pas avec ça qu'on fait des statistiques. Ouais. Après, la question que j'aimerais vous poser, c'est que parfois, les rappeurs métamodernistes, moi je pense à Vald, il a été nourri, quand tu regardes, par des rappeurs qui sont très directs. Tu vois, l'une de ses références, il a dit j'ai pris une claque quand j'ai écouté Kerry James. Tu regardes ses références, mais que lui, en fait, c'est le même message, mais comme on a dit, différent. Et qu'en fait, ce que je kiffe chez les métamodernistes, et il n'y en a pas encore beaucoup, je trouve, c'est le point qui m'intéresse énormément, c'est de questionner des évidences. Moi, parfois, quand j'écoute du rap conscient, j'ai l'impression d'écouter des évidences, mais en fait, qui cristallise la problématique et qui ne fait pas avancer certaines choses si on a envie, à travers le rap, de les faire avancer. Et peut-être une seconde question pour finir, à vous poser. À l'échelle politique, est-ce que Trump, c'est pas un métamoderniste? Ou c'est un troll, mais qui fait de la politique derrière? Est-ce que c'est une forme de métamodernisme? C'est une bonne question. Non, par contre, si on parle de Trump, on peut parler de Kanye West. Et Kanye West, c'est un des plus grands métamodernistes, tu vois. C'est vraiment un gars qui, dans la forme, te déstabilisera toujours parce qu'il aura un message de fond derrière que des gens vont choisir de ne pas comprendre, tu vois. Quand il vient avec I am a God, ton premier truc, c'est le gars, il est débile, de quoi il parle? Et puis quand tu l'écoutes, tu fais... Ah ouais, en fait, tu vois, je vais parler de ça. Là, on dévie un peu parce qu'on parle plus de... Enfin, il y a une partie œuvre, donc je vais expliquer. Il y a cette interview incroyable chez Zenlo de Kanye West qui a fait qu'un jour, je me suis dit, en la regardant, ce type est un des gars les plus intelligents de l'histoire. Et tu vois, est un des plus gros génies de notre histoire. Et quand il dit qu'il est un génie, moi, je le suis. Ça, c'est un argument métamoderniste. Non, c'est quand il dit, ce truc, toute sa motivation sur I am a God, et qui a choqué tout le monde en mode, putain, le gars, il est mégalo, etc. Il dit, c'est parti à la base de... Tu vois, il regardait les Confederation Flags, tu vois, les drapeaux de confédération, et il dit, moi, je regarde ce truc, ça a été le symbole de mon asservissement et tout. Qu'est-ce qui se passe si moi, j'en fais ma force en le reprenant et en me le mettant là, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Un peu comme, tu vois, il y a eu le réflexe chez les Black Panthers en mode, qu'est-ce qu'il y a? On va garder notre afro, tu vois. Ou Medine qui représente en disant, qu'est-ce qu'il y a? Je garde ma barbe ici. Et il y a cette réappropriation en mode plus fort, tu vois. Et c'est ça qui l'a amené à I'm a God. C'est, et quoi?
j'ai pas le droit de dire que moi je suis un dieu parce que je suis black, parce que etc. Moi, j'aurais pas le droit de le dire. Ben, je vais le dire encore plus fort, tu vois, pour vous choquer. Et donc, il y a des putains d'artistes dans le rap métamodernes qui ont, pour certaines personnes, tu vois, le problème du métamodernisme ou de ce genre d'approche-là, c'est que c'est un pari, tu vois. C'est même chose que PNL. PNL, il y a des gens qui pleurent en écoutant PNL, et il y en a d'autres qui sont en mode putain, mais c'est quoi ces onomatopées? Ils se prennent pour des singes, c'est quoi tout ce truc et tout? Alors que la singerie chez PNL, et Benjamin Veil l'a très bien expliqué sur Kuta Ubud du dernier album, la singerie chez PNL, c'est essentiel, tu vois. Parce que c'est vraiment, on reprend le cliché que vous avez de nous, et on vous le retape dans votre gueule. Et on enverra Mowgli chercher médaille. Et pour revenir à ce que tu as dit, Nikita, où tu demandais finalement, est-ce que en rap, on va dire moralisateur, on va dire le rap conscient de base, est-ce que ça a encore de l'impact sur les gens, ou est-ce que les gens ils en ont un peu marre d'écouter ce type de musique? Je suis assez d'accord avec toi. Moi maintenant, j'ai l'impression que le rap, on va dire revendicateur qui me touche plus, a moins ce schéma très classique et qui peut être moralisateur. Et moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à se tourner vers d'autres schémas. Est-ce que c'est justement parce qu'ils ont l'impression qu'on touche plus les gens, ou bien c'est juste parce qu'ils se disent, en fait, moi, je préfère avoir plus de liberté artistique et de le faire. Ouais, et puis il y a aussi un besoin de création et de lassitude. Hein. Si c'est toujours la même formule, à un moment donné, tu es en mode ça, c'est des chemins conquis. Viens, parce que l'art, c'est aussi, il faut te déstabiliser, tu vois. Et ce genre de truc, ça m'étonne complètement. Ça m'étonne même pas que Val dise ça. Au contraire, pour moi, ça le confirme qu'il soit né dans ce truc de message et qu'en fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'il faisait en mode, en fait, il en a rien à foutre. En fait, non, il en a pas vraiment rien à foutre. Mais il allait pas être le petit élève qui s'inscrit exactement dans la lignée de ses parents, tu vois. Et moi, ce que je kiffais aussi, c'est par rapport à ça, c'est que certains gens pourraient avoir le sentiment que quand on écoute du rap conscient très direct, qu'on leur impose une idée. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, par exemple, avec Val et la phase où il dit oui, on est tous pour que la famille, mais cette idée-là, c'est aussi les Le Pen. Tu vois, je trouve que ça, on amène à une réflexion à la fois pour questionner nos propres certitudes, et en fait c'est comme ça qu'on crée la vision, pour moi. Je me dis, ah ouais, ok, tu vois, parce que tu vois, le côté sans nuance, je trouve que parfois qui manque de nuance et qui est très direct, en tout cas dans ma conception et dans ma construction politique, c'est que j'ai besoin d'aller chercher l'inverse pour essayer de se dire comment, parce que pour moi, tout est engagé quelque part, et que c'est nous qui allons choisir un chemin. Il n'y a pas de vérité, c'est comment nous allons imposer une idée. Tu vois, quand tu parles de oui, ça c'est des exceptions, des trucs, c'est une manière de voir la chose. Il y a d'autres qui voient le truc différemment. Et qu'en créant notre vision, en connaissant justement les limites du truc, bah, on pourra créer sa propre vision, encore une fois, comme je l'ai dit, et avoir les armes en fait pour la défendre de manière efficace. Tu vois. Moi, c'est pour ça que je pensais aux morceaux, par exemple, que Damso a construits, qui m'ont le plus déstabilisé ou qui ont amené un peu ce que tu dis toi. Pour moi, un des plus forts là-dessus et qui est un peu passé à la trappe, enfin pas passé à la trappe, mais qui n'était pas dans ses plus gros, c'était Tueur. Tu vois ? Dans Tueur, donc il présente un personnage qui doit tuer pour survivre et tout, et il dit « La mort est ma raison de vivre », tu vois. Et t'es complètement déstabilisé parce que déjà la phase, le son il est tout chill, stable et tout, et en fait on place un truc, tu t'y attendais pas du tout, c'est-à-dire on se met dans la tête d'un tueur qui va te parler ou alors ce qu'il fait avec Julien, tu vois, qui sont des moments de prise de perspective, et je crois qu'un artiste il doit te déstabiliser comme ça, et c'est pour ça que je reviens sur l'idée que de demander ou de n'attendre des artistes, en particulier rap, qui n'aient que des messages clairs, qui ne prêtent pas à confusion et qui soient exactement dans un sens, en fait, c'est déjà faire fi de la complexité du monde, parce qu'il n'y a pas un message qui va dans un sens, il y a des interprétations des messages, et en fait, ça ne va pas dans l'avancée de nos compréhensions des choses. Voilà, en fait, c'est plus imposer une idée enfin, c'est pas engager l'autre dans une idée, c'est engager l'autre dans une réflexion, en fait. Avoir un truc qui est un peu plus implicite, en fait, c'est proposer, c'est ça. Voilà, c'est proposer une réflexion et pas forcément. Et c'est pour ça que je pense, pour revenir encore à ce dont on parlait tout à l'heure, que quand un artiste dit, mais moi en fait, j'ai pas envie qu'on commence à dire que j'ai dit des trucs qu'en fait que je ne voulais pas dire, c'est qu'en fait, il suggérait plus une réflexion que d'imposer une idée. Et peut-être que le mec, il est dans une réflexion lui aussi. Et peut-être que lui-même a des idées qui sont pas si claires. Mais c'est là où toutes ces discussions deviennent complexes, c'est que parfois ça, c'est un peu de la lâcheté. Parce que ça te permet de te cacher derrière l'art en disant et j'ai pas de solution, hein. Pour moi, il faut prendre les deux en même temps et puis justement décider soi-même ce qu'on suit ou pas, mais ça permet à l'artiste, et c'est ça une des complaintes que je peux entendre, c'est
ouais, mais si on peut faire ce qu'on veut et si on peut être dans la subtilité, dans la nuance et tout, bah on peut tout dire. Et à chaque fois, l'artiste, il va faire, bah non, c'est pas ça que j'ai compris. Et peut-être que Freeze, quand il va aller devant les tribunaux, si jamais il doit aller devant les tribunaux pour défendre sa phase sur la Shoah, il dira, ah non, c'est pas comme ça qu'il fallait comprendre ma phase. Ma phase, c'est celle-là, tu vois. Et ça rejoint le truc de responsabilité. C'est là que je pense que la justice va, enfin, c'est ça que va essayer de résoudre la justice, quoi, finalement. Ils vont forcément avoir des arguments d'un côté et de l'autre, et ils vont dire, bah en fait, il y en a peut-être un qui couille, ou bien peut-être qu'il a voulu faire ça, mais qu'il a été beaucoup trop maladroit, etc. Et en fait, maintenant, je vais être plus concret sur cette dimension-là, parce que le problème dans l'art, la justice, la justice, elle fait l'hypothèse que les gens sont responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi. Et le problème, c'est que l'art, c'est pas ça. Enfin, ma vision de l'art, comme j'ai dit, pour moi, l'art, c'est pas de l'ingénierie. L'art, c'est de la recherche sans compréhension. Et quand je disais juste avant que, tu vois, c'est pas dans l'évolution de l'humanité, elle a été dans cette compréhension de la complexité. C'est-à-dire que, si tu veux, et je disais ça il y a pas longtemps, mais dans l'humanité, il y a eu 3 phases qui ont montré que l'humain n'était pas le centre du monde et l'humain n'était pas en contrôle. Tu as eu Galilée, qui a dit, ouais, les gars, c'est mort, le soleil, c'est pas pour nous, c'est nous pour lui. Tu as eu Darwin qui a dit, les gars, c'est pas nous qui décidons, c'est la nature qui sélectionne. Et puis tu as eu Freud qui a dit, même toi, à l'intérieur de toi, c'est pas toi qui décides. Il y a une partie de toi, c'est ton subconscient. Astaghfirullah. et donc, tu vois, on est en train de comprendre qu'en réalité, et pour aboutir sur Freud, tu vois, que toi-même, à l'intérieur de toi, t'es pas en contrôle, t'es pas en maîtrise. Le Jean, quand il a la dalle, le Jean, quand il est en chien, et le Jean, quand il est fatigué, c'est pas le même Jean que le Jean ici, tu vois. C'est pas complètement connecté. Il n'est pas tout le temps de gauche, c'est ça que tu veux dire. Peut-être que j'ai la dalle. Peut-être qu'il a toujours la dalle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a été vers cette compréhension de complexité, et les artistes, au contraire, c'est eux qui nous permettent d'explorer cet inconscient, c'est eux qui nous permettent d'aller. Et moi, j'attends pas qu'un artiste il soit capable d'expliquer chaque mot qu'il a écrit sur. Et les plus grands artistes, à mon avis, sont complètement incapables. Tout à fait d'accord. Et on sent en tant qu'artiste, c'est pas sa vocation d'expliquer son art. Tu vois ce que je veux dire? Quand Freeze va se retrouver devant le tribunal pour expliquer le truc de la Shoah, tu vois, c'est là où je dis la tension, elle est entre ce qu'on attend d'un point de vue justice et ce qu'on attend d'un point de vue artistique, tu vois. Juste pour Orelsan, il a dû s'expliquer devant les tribunaux pour ses textes, tu vois. Donc il y a des moments où les deux ils se rencontrent. Et moi, peut-être pour rebondir sur ce qu'on avait tout à l'heure par rapport au métamodernisme, il y a un artiste qui m'y fait penser un petit peu, mais c'est pas pour les mêmes raisons qu'il y a été, et c'est pas du tout un artiste de rap de nouveau. C'est le dernier exemple littérature, mais c'est Jean de La Fontaine. Finalement, les fables. Ouais, j'ai pensé de ouf. Les fables de La Fontaine, exactement. Moi je trouve que c'est une des œuvres les plus extraordinaires et qui est en fait super politique. Et là, pour des soucis de censure à l'époque, ils étaient obligés de faire intervenir des animaux qui se parlaient, un truc qui semblait très anodin, fictif, mais en fait qui était incroyablement politique. Et je crois vraiment chaque fable est super politique. Et là, on peut voir un bon exemple qui a quand même relativement bien fonctionné. Et moi, je me dis, ce type de texte-là, en tout cas sur moi, a un impact, je dirais même encore plus fort que un truc qui me dit, qui m'explique, un livre d'histoire qui m'explique vraiment ce qui se passe, etc. Tu vois. Et c'est un peu une approche active, tu vois. Une approche active où tu fais réfléchir la personne au lieu d'avoir une approche où tu vois l'auditeur ou le lecteur ou autre de manière beaucoup plus passive, où tu lui prémâches tout ce qu'il doit comprendre et tu lui mets dans la bouche. Ici, on essaye de lui faire découvrir des trucs par lui-même, quoi. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ça aussi, c'est que le choix de l'auditeur est à différents degrés. Par exemple, un mec qui est super direct dans son texte, le choix de l'auditeur de l'écouter commence dès le départ. Il sait qu'un tel va dire ça, il y va, quoi. Tu vois, il va le choisir. Mais des artistes comme, je cite Vald beaucoup, mais Vald, le choix se pose par la suite, en fait. Durant l'écoute, et après, il dit, ah, ok, tatati, tata. Et même en termes d'engagement, parce qu'on avait parlé la dernière fois du coût et de, tu sais, le coût de s'engager. Les risques et les coups que tu prends. Tu vois, et est-ce que justement laisser l'œuvre sans expliquer, sans être super direct, c'est encore plus engagé? Tu vois, peut-être pour finir, vous avez parlé de Damso et d'Amnésie. En fait, j'ai l'impression qu'il a laissé l'œuvre et il n'a pas dit oui, les pédophiles c'est bien, c'est pas bien, etc. Il l'a laissé, et donc il y a, je pense à Booba. Tu parles de Julien alors? Julien, ouais. Je pense à Booba qui a repris ce truc-là en disant ouais, vous avez vu. Donc il a orienté en fait l'interprétation que devrait avoir le texte, que devrait avoir l'œuvre, et donc il y a beaucoup plus de risques à ne pas expliquer son œuvre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pour prendre un exemple qui moi m'a très fort frappé là-dessus, et
Maintenant, je crois que je vais placer Jean, il a l'entourage. Moi, je crois que je vais en placer une pour Courtrajmé à chaque épisode. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de... déjà, Courtrajmé, bon, pour ceux qui ne connaissent pas... allez vous laver, déjà. Coupez tout de suite. Réglons. Est-ce que tu vas faire un second, une partie d'excuses là? Non, je m'excuserai pas pour ça. Si en 2020 vous connaissez pas Courtrajmé, en période du Covid, c'est très, c'est un bon conseil. Lavez-vous. Et, donc allez vous laver et regardez Courtrajmé en force. Mais donc Courtrajmé, quand ils se sont lancés, ils avaient fait un manifeste. Et dans le manifeste, ils disaient je jure de ne pas chercher à dire quelque chose dans mes œuvres. Tu vois, il y avait toutes des règles et tout. Et il y avait eu cette polémique à l'époque quand Romain Gavras avait fait le clip de Justice Stress. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce clip. Tout très violent là et tout ça. Ouais. Donc c'était un clip qui était tourné comme un reportage ou un documentaire où il suivait des jeunes qui partaient de banlieue et qui allaient en ville et qui pétaient tout sur leur passage. Tu vois. Et ce clip, en fait, c'était juste ça. Il n'y avait rien d'autre. C'était des jeunes qui foutaient la merde. En fait, c'était la vie de jeunes turbulents. Parce qu'à la fin, ça finissait tout. C'était, d'un point de vue artistique, c'était magnifiquement amené. Ouais. Et ce clip a posé full problème parce que les gens étaient en mode c'est une apologie de la violence, il n'y a pas assez de... Il y a rien qui est dit derrière. Tu vois, c'est pas comme la haine où on nous fait comprendre que là, il n'y a rien qui est dit et tout. Et Gavras, il s'était exprimé là-dessus. Il a dit, si moi, je vous donne mon idée de l'œuvre, c'est plus une œuvre, tu vois. Moi, je veux que les gens... et en fait, il y a vraiment... Tu sentais qu'il y avait un malaise par rapport à même ce besoin de certaines personnes à qui on doit dire, yo, cette œuvre-là, en fait, son but, c'est d'aller dans cette direction-ci et cette direction. Et je comprends, parce que en réalité, ce que tu veux faire, c'est que tu veux comprendre l'intention de l'artiste. Et ça, c'est super important. Enfin, moi, c'est un réflexe que j'ai beaucoup. Ce que je pense, par contre, ce qui m'énerve beaucoup dans ces débats-là, et ça rejoint un truc que Sadek disait avant, c'est que je pense que dans le rap, malheureusement, on prend le public pour des cons. Et il y a un peu ce préjugé que le public, il n'est pas éduqué et il n'est pas capable de faire la distinction des choses. Explique-toi. Non, mais dans tous ces débats où on vient nous dire oui, mais tu sais, ils comprennent pas, eux, les jeunes, quand Damso il dit des trucs violents, c'était l'argument pour lequel on lui a pas donné l'hymne pour la Coupe du Monde en 2018 de la Belgique, c'est on a dit non, mais les textes en tant que tels, les gens sont pas capables de comprendre, si on promeut ça, les jeunes, c'est quelle image de la société qui se prennent, etc. Je crois il y a un pari qui est fait par un artiste ou par des gens. Moi, je me mets dedans en disant je vais faire le pari que mon public est capable de comprendre les choses. Et il y a des gens qui vont dire non, je vais faire le pari que mon public il est incapable de comprendre ce que je veux dire et donc je vais devoir faire un travail plus de pédagogie derrière. Et je crois que beaucoup de critiques de liberté d'expression sont dans cette démarche de non, en fait, on va s'interposer entre les deux, on est des intermédiaires parce que quand on ne s'interpose pas, vous comprenez de la merde. Ouais. Moi je crois qu'il y a un truc qui me fait réfléchir dans ce que tu dis, c'est juste donner une image, on va dire neutre, sans sous-titres entre guillemets. Moi, je crois que c'est super important en fait. Déjà, est-ce que juste montrer la vie qu'il y a dans certaines parties de la France ou de la Belgique ou du monde, est-ce que c'est pas déjà s'engager, sans même avoir de revendications politiques, sans même dire regardez comme c'est la merde ou quoi que ce soit. Moi, je crois que rien que le fait de montrer. Moi, je crois que ça c'est impossible. Juste, je crois que tu peux jamais montrer quelque chose de manière objective. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais tu aurais-il que je pense que rien que le fait de montrer par exemple des endroits ou des personnes qui sont très rarement mis en avant dans la société, mais c'est s'engager. Et donc je pense que le rap, c'est peut-être pour ça que le rap a tellement cette étiquette de art engagé, parce qu'en général, il a en son sein des personnes qui sont rarement mises en avant dans notre société. Mais c'est toi qui l'intellectualise, quoi. Ouais, tu vois ce que je partage aussi. Je suis tout à fait d'accord que je l'intellectualise, mais je crois qu'il y a un vrai défi politique, démocratique, etc., au fait de montrer à tout le monde des réalités qui sont relativement peu présentées. Quand on allume la télé, on voit quand même, mis à part quand c'est des fictions ou quoi, et encore, on voit quand même des réalités qui sont toujours relativement semblables. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir, à travers l'art, la possibilité de voir des réalités qui sont différentes et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Ça, c'est une première chose. Et après, une deuxième chose par rapport au fait que le rap était peut-être plus explicitement engagé à l'époque, je pense qu'il y a aussi, on parle souvent dans le monde Amani de rapport avec la technologie, je pense qu'il y a aussi un rapport avec la technologie qui intervient, dans le sens où aujourd'hui, on a tellement accès à l'information, à toute l'information politique, etc., directement dans notre poche, peut-être qu'on n'a pas envie qu'en plus, dans nos écouteurs ou dans notre casque,
il y ait en plus tout le temps un message qui soit politique derrière, etc. Ce que tu veux dire, c'est qu'avant, IAM jouait le rôle de journaliste, informateur, etc. Ouais. Et maintenant, cette information-là, elle est accessible quoi qu'il arrive, donc IAM peut peut-être faire quelque chose d'autre. En tout cas, je pense que l'information crue et très explicite, message politique clair, etc., ben, ça a peut-être moins d'intérêt maintenant, dans le sens où on a tellement accès à tout et tout le monde, ce qui était sans doute pas le cas avant. Et je voudrais revenir juste sur un texte qu'avait écrit Assassin à l'époque. Donc, dans le morceau « Esclave de votre société 91 ou 91 », qui disait « On se trente contre les lois racistes ». Donc c'était dans un truc, on se trente contre les lois racistes, et qui disait « Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique, mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique ». Et là, on avait un message qui était hyper explicite, où clairement, ils revendiquaient, enfin, ils étaient contre les politiques et tout, ils le revendiquaient clairement. Aujourd'hui, je pense qu'on a des engagements, ce dont on a parlé aujourd'hui, en gros, mais qui sont plus doux, sans pour autant être moins engagés. Enfin, je veux dire, qui ont une... Doux, c'est peut-être pas le mot, mais qui sont plus implicites. Subtil. Pour conclure, je crois qu'il y a un truc, en fait, dans cette efficacité-là ou dans cette éducation-là qui compte. Moi, j'ai une petite fille, et un truc que j'ai compris avec les gosses, c'est que, contrairement à ce que tu crois quand tu les as pas, un gosse, tu lui expliques pas la morale. Tu lui racontes des histoires qui, à l'intérieur d'elles, ont des messages moraux. Donc un gosse, tu lui racontes le Roi Lion, tu lui dis pas « Ah, il faut pas aller là-bas, ah, il faut pas faire ça ». Tu lui racontes des histoires et ils vont intégrer les messages à l'intérieur des histoires. Et je crois qu'en fait, les gosses comme les humains, c'est comme ça que ça marche, tu vois. On est des chercheurs d'histoire et des chercheurs de moyens d'expérience, en fait. Et quand tu rapportes un truc trop cru, surtout avec l'éducation, bah, c'est imperméable. Et la magie de l'art, c'est de créer une expérience, soit-elle morale ou pas, tu vois. Et je crois que c'est ça le principal but d'un artiste et d'un rappeur. Ceux qui ne veulent pas créer de l'expérience, peut-être, pour moi, sortent du cadre artistique et du cadre du rap. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jean ? Non, c'est bon. Bah, merci pour le débat et on passe à la phase punchline. Merci à toi. C'est quoi les punchlines que vous avez choisies sur le sujet ? Moi, j'ai une punchline de Lino. Bon, je suis vraiment un piètre rappeur, donc je vais la dire, j'espère que ça va bien sonner. Donc, si leur monde n'est pas amoché, c'est qu'on est tous lâches. Des micros sans couilles, slam kick, des rimes fauchées. Je clame que le crime lyrical paye. Pour crever, on a tous l'âge. Pas mal. C'est dans Requiem, son dernier album, qui est incroyable. Ouais. Ness ? Moi, j'en ai deux. Une parce que je voulais la placer plus tôt et j'ai oublié, donc elle vient juste... En fait, les deux illustrent ce que je voulais dire à un moment dans la discussion. La première, c'est Dinos dans Ciel pleure, feat incroyable avec Lelo. Il dit « J'ai pris le gun pour tirer des plans sur la comète, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans prétendent connaître. » Et je trouve que ça fait vachement référence au Cordon et à Biggie et Flo. Biggie, ne l'appelle pas Biggie. Moi, je connais un meilleur rappeur qu'on appelle Biggie. Là, tu dois t'excuser, là, sincèrement. Je m'excuse. Non, je rigole. Force à Big Flo et Oli. Et la deuxième, qui est pour moi la définition du métamodernisme, arrivée bien plus tôt par Booba dans ma définition, qui dit « Où je te fais jouir, où je te fais mal, c'est très simple. Ma définition avec des textes à prendre à 1,5 degré. » Entre le premier degré et le deuxième degré. Incroyable. Métamodernisme. Pas mal. Et moi, j'ai choisi une phase de Mac Taylor dans le morceau 93 Hardcore de Tandem. Il dit « La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. » Et d'ailleurs, Mac Taylor, qu'on retrouve aujourd'hui sur le tableau avec Mani. C'est vrai. Bah, merci en tout cas pour votre contribution comme d'habitude, Jean et Ness. Et vous, n'hésitez pas à commenter, à répondre, à donner vos avis. Est-ce que nous avons été lâches dans nos arguments ? Et on y répond. Franchement, ça fait plaisir parce que... Yes. Full de commentaires bien réfléchis. Parfois, il y a des trucs on est en mode... Putain, fait chier. On aurait dû le mettre. Mais en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et bonne fête. Bisous.